Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Yannick Langlois, je suis conseiller municipal de Laurier-des-Bois et puis je vais avoir l'honneur de présider la rencontre de ce soir. Bienvenue à cette rencontre de consultation publique qui aura lieu en présentiel et en virtuel. Ce soir, nous avons 2 projets de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé présentés ainsi que 2 projets de règlement modifiant le Code de l'urbanisme. Je voudrais souligner dans un premier temps la présence des membres de la commission chargée de tenir la consultation sur la modification de ce schéma d'aménagement, comme l'a exigé par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il s'agit de moi-même, Yannick Langlois, de Mme Flavia Novak, Flavia Alexandra Novak et Mme Christine Poirier. Avant de vous préciser les objectifs et le déroulement de la rencontre, permettez-moi de passer la parole à Mme Christine Poirier qui agira qui représentera M. le maire pour cette soirée de consultation. Merci, Monsieur le Président. Bonsoir à tous et à toutes. On n'a pas un grand public dans la salle, mais on a 2 personnes en ligne. Alors, merci d'être là avec nous ce soir et de passer ce moment en notre présence. Je voudrais vous saluer là, de la part de Monsieur le maire qui, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous. Ce soir, là, les projets de règlement qui sont présentés sont assez complexes, mais on a une équipe d'experts exceptionnelle qui va tenter de vous les expliquer de manière claire, simple, compréhensible. Faut noter que c'est une consultation, donc il n'y a aucune décision formelle qui a encore été prise. Donc, on vous présente l'information ce soir. Vous aurez l'occasion de poser des questions à la fois ce soir et aussi par la suite par écrit. Ça va vous être expliqué de nouveau tout à l'heure. Donc, nous, on est vraiment là en tant que commission pour vous entendre, écouter vos commentaires et les ramener ensuite là, à nos collègues à l'hôtel de ville. C'est seulement après la séance et après la réception de vos commentaires qu'on va décider si on va de l'avant ou non avec les modifications et si on y apporte des modifications. Alors, je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une belle soirée. Monsieur le Président, je vous repasse la parole. Merci beaucoup. Donc, je vais vous entretenir sur les objectifs de la soirée. Nous allons vous présenter les 2 projets de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé, ainsi que 2 projets de règlement modifiant le Code de l'urbanisme. Nous avons le SADR 1.10, afin de se conformer aux orientations gouvernementales en aménagement de tout territoire en matière d'habitation, le SADR 1.9, afin de se conformer au plan régional des milieux humides et hydriques, ainsi que d'autres considérations environnementales. Nous avons le CDU 1.11 afin de se conformer au plan régional des milieux humides et hydriques et à d'autres considérations environnementales. Et nous avons le CDU 1.14 afin d'intégrer la version 2015 du Code de construction du Québec et d'apporter des modifications au titre 4 portant sur les normes de construction. Donc, nous avons une grosse soirée ce soir. Nous allons vous informer aussi des prochaines étapes à venir. Nous allons répondre à vos questions. Nous allons vous inviter aussi à participer à la consultation écrite. Le déroulement de la rencontre. Maintenant, nous sommes rendus, nous débuterons la première étape des SADR. Donc, nous sommes rendus à la SADR 1.10. Avant de commencer, permettez-moi de présenter les membres du service d'urbanisme qui vous expliqueront les projets de règlement et répondront à vos questions. Il s'agit de M. Guillaume Longchamp, Mme Julie-Louise Levasseur, conseillère professionnelle en urbanisme, M. Thierry Basque-Gravel et M. Jean-Pierre Meunier, conseiller professionnel en réglementation. Et est aussi présent pour répondre à vos questions, M. Mathieu Roy, chef de division, et mentionnons également la présence en virtuel de d'autres professionnels de la Ville. Vous avez remarqué que votre caméra est fermée ainsi que votre micro. Ne vous en faites pas. Nous allons vous passer la parole au moment de prendre, d'arriver à la période de questions. Donc, je vais passer la parole maintenant à M. Guillaume Longchamp pour nous présenter le premier dossier.
Merci, M. Langlois. Bonjour à tous, bonne soirée. SADR 1.10, donc le projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement révisé afin de se conformer à l'orientation gouvernementale en aménagement du territoire en matière d'habitation. Avant de tomber dans le projet de règlement, une petite mise en contexte pour mieux situer où se situent les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, que je risque d'appeler OGAT tout au long de la présentation pour simplifier un peu le langage et la longueur de mes phrases. Grosso modo, les OGAT émanent du gouvernement du Québec, avant tout de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, mais les OGAT, c'est une compétence du gouvernement du Québec. Ensuite, les schémas d'aménagement des différentes MRC à l'échelle du Québec doivent se conformer. Donc, il y a des nouvelles OGAT qui ont été adoptées et entrées en vigueur en décembre 2024. Ici, on vient parler de façon spécifique de celles à l'égard de l'habitation. Petit résumé également de la politique nationale d'architecture et de l'aménagement du territoire a été publié en juin 2022. C'était vraiment un document assez innovateur à l'époque. Il faut dire, on alliait l'architecture et l'aménagement du territoire pour une première fois avec une politique nationale, donc avec une vision stratégique, des objectifs à l'égard. Dans son plan de mise en œuvre, dans un des objectifs, c'était de publier justement des nouvelles orientations gouvernementales. On revient dans le temps, les anciennes OGAT d'origine datent de 1994 avec des modifications, mais là, finalement, on avait des nouvelles orientations qui ont été publiées. Pour celles qui concernent l'habitation, le 27 mars 2024, il y a un décret qui a été adopté par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour l'OGAT spécifique en matière d'habitation. C'est un objectif spécifique à l'habitation qui est priorisé pour la MRC. Donc, au-delà des autres OGAT, on vient prioriser celui de l'avant. On comprend le contexte en habitation en ce moment. Donc, on voulait montrer une priorisation par rapport à cet OGAT-là. Et surtout sur les MRC où la pression urbaine est plus marquée. Donc, nécessairement, là, on parle des MRC qui ont des taux d'inoccupation qui vont en deçà du 3 %. Grosso modo, là, les communautés métropolitaines de Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau étaient principalement les MRC qui étaient ciblés pour cette OGAT-là de façon spécifique sur les 107 MRC qu'il y a à l'échelle du Québec. Donc, évidemment, à l'égard de cette OGAT-là, on doit venir modifier le schéma d'aménagement afin d'assurer la conformité. Un résumé de l'OGAT justement spécifique à l'habitation. Donc, on parle d'orientation générale avec l'objectif qu'on vient de façon plus précise parler d'habitation, de planifier des milieux de vie assurant l'accès à des logements de qualité, accessibles et abordables pour l'ensemble des ménages. Le gouvernement, dans ses OGAT, indique des attentes claires et précises pour chacune des MRC pour dire voici de quelle façon je souhaite que vous répondez et que vous rendez votre schéma conforme à cette OGAT-là. Donc, il fallait établir un diagnostic en matière d'habitation, notamment, entre autres, sur les caractéristiques des ménages actuels et futurs, le parc de logements, notamment les logements sociaux et abordables, et également aussi l'écart entre les besoins des ménages et l'offre en habitation. Il fallait évaluer les enjeux et les besoins en matière d'habitation en vue d'un développement d'une offre résidentielle variée. C'était vraiment l'objectif souhaité de l'attente. Et aussi, il fallait intégrer un indicateur. C'est une nouveauté maintenant, dorénavant, dans le schéma d'aménagement. Il va y avoir des indicateurs qui vont se rajouter au cours des prochaines années. Pour une première fois, on en fait un pour l'habitation. Il fallait indiquer la variation du nombre et des parts de logements par type de construction résidentielle. Des maisons individuelles, des maisons jumelées ou en rangée et des logements dans un immeuble comportant 2 et plus. Et évidemment, il fallait fixer des cibles à même cet indicateur-là, donc des cibles sur des périodes de 4, 8 et 12 ans et en fonction des 3 typologies demandées par le gouvernement. L'objectif du règlement, grosso modo, là, comme je le disais, c'est actualiser le portrait de diagnostic, actualiser l'objectif également à l'égard de l'habitation. Il y avait déjà un objectif dans le schéma d'aménagement de la ville de Laval qui parle d'habitation. On voulait l'actualiser, le bonifier, c'est sûr et certain, ainsi que le plan d'action qui s'y rattache. Intégrer l'indicateur, nouveauté dans le schéma d'aménagement, et les cibles également, qui sont une autre nouveauté également des nouvelles OGAT qu'on doit faire avec des périodes de 4, 8 et 12 ans. Grosso modo, les différentes sections du schéma d'aménagement et de développement révisé qui ont été modifiées par le projet qui seront modifiées par le projet de règlement. On a modifié évidemment tout le profil de la population. Donc, quand on parlait d'actualiser le diagnostic, évidemment, toutes les données ont été actualisées, ont été bonifiées pour mieux représenter la réalité. Juste, le schéma a été adopté en 2017, donc on se basait sur des données de 2011 de Statistique Canada. On a tout actualisé pour aller en 2021. Donc, c'est 10 ans, mais 10 ans pour une ville, ça paraît beaucoup, puis ça change quand même beaucoup de données par rapport au diagnostic. Même chose pour l'habitation, actualisation des données. On avait quand même déjà un bon portrait à même le schéma d'aménagement. On est venu rajouter quand même des précisions sur le taux d'inoccupation notamment, sur, on le voit en ce moment, le marché immobilier là, à l'échelle de la région métropolitaine a subi des changements relativement importants. Fait qu'on est venu bonifier en ce sens-là.
Également, au niveau des grandes orientations, on avait déjà un objectif qui était planifier une offre résidentielle, des équipements et des services publics. Donc, on a rajouté des actions, on a modifié les actions, mais on a bonifié les actions justement pour représenter un peu mieux la réalité. Et également aussi le cadre RUI, revitalisation urbaine intégrée, qui a eu une nouvelle approche maintenant dorénavant à la Ville de Laval qu'on est venu bonifier par le FAMEM, qui faisait partie de cet objectif-là. Le plan d'action, ça découle de l'objectif. Donc, si on change l'objectif et les actions, on est venu modifier le plan d'action en conséquence. Et on est venu également, il y avait déjà une section monitorage dans le schéma très succincte. On est venu la bonifier davantage nécessairement en annonçant notamment les nouveaux indicateurs qu'on va devoir faire au cours des prochaines années et celui à l'égard de l'habitation qu'on présente ce soir même. Pour les cibles, comme je vous le rappelle, c'était des cibles sur 4, 8 et 12 ans avec des périodes établies par le gouvernement. Donc, on parlait d'une période qui commençait dès 2025, une première période de 4 ans, la prochaine en 2029 et l'autre en 2032. Normalement, désolé pour la coquille. Donc, pour chacune des périodes, il fallait établir des cibles en logements construits à l'échelle de la Ville de Laval. Donc, les cibles ils ont été établies finalement pour tenir compte de l'écart entre les besoins des ménages et l'offre résidentielle. Pour établir les cibles, grosso modo, il y a 4 grands facteurs qui ont été pris en compte. Évidemment, les projections démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, qui vient donner quand même une base et qui vient un peu... qui nous donne des projections jusqu'en 2050, mais qui nous permet de voir justement c'est quoi la demande réelle en logement qu'on va vivre au cours des prochaines années. Également aussi les logements collectifs. Essentiellement, les logements collectifs, là, à plus de 90%, on parle de résidences de personnes âgées. Avant, c'était pas que c'était marginal, mais c'était très peu présent, ou du moins moins présent qu'actuellement. Donc, depuis 2021, c'est pris en compte dorénavant dans les données. Donc, on peut évaluer les logements collectifs. Et en plus, il y a des projections que l'ISQ a mis en place pour nous permettre de voir, voici dans les prochaines années à quoi peut ressembler. Puis on sait très bien qu'avec le vieillissement de la population, la demande, du moins pour le logement collectif, va aller en grandissant. Également aussi, on établit un nombre de logements requis afin de revenir à l'équilibre du 3%. Du taux d'occupation, qui est le taux accepté, grosso modo, pour avoir un certain équilibre dans le marché, notamment pour éviter une pression sur les loyers. Et évidemment, aussi, on a pris en compte les grands projets immobiliers d'envergure, le territoire de Laval, on le sait, beaucoup de projets en planification. Donc, nécessairement, les données démographiques, juste pour résumer rapidement, ne tiennent pas compte des règles urbanistiques qu'une ville se donne ou des projets qui sont en cours dans une ville. Donc, nécessairement, ça vient jouer, ça peut influer sur les projections démographiques. Donc, on est venu bonifier les cibles pour arriver avec un total de 26 500 logements prévus sur une période de 12 ans, avec des tranches de 11 000, 8 000 et 7 500 pour chacune des périodes mentionnées. Pour les typologies, même chose, on est allé avec des pourcentages, mais avec des pourcentages avec des fenêtres, on peut dire, donc des écarts pour montrer un peu... c'est dur à dire qu'on va avoir exactement 5 % de logements, de maisons individuelles en 2032. Donc, on est vraiment venu avec des fenêtres pour dire, on estime que, par exemple, entre 2025 et 2028, de 5 à 8 % de ce qui va être construit sur le territoire de Laval va être construit pour des maisons individuelles. Et on voit un peu la dynamique du marché. Là, quand on regarde les 15 dernières années de Laval, là, grosso modo, dans les dernières années, c'est presque plus de 90 % des logements qui étaient construits étaient dans des immeubles en comportant 2 et plus. Donc, on est dans cette mouvance-là. C'est quand on regarde les données puis les experts en la matière, on voit que ça va continuer dans ce sens-là pour Laval. Donc, on a mis des chiffres conséquents pour les 12 prochaines années. Petite modification, justement, la coquille que je parlais tantôt, grosso modo, là, modifier les années de la 3e période, ça va être des modifications qui vont être apportées au projet de règlement éventuellement d'ici à son adoption du règlement qui sera soumis éventuellement. Mais pour la 3e période, ce n'est pas 2023, mais bien 2033, 2036. Autre petite coquille également corrigée, donc modifier les périodes du tableau en discutant avec le ministère des Affaires municipales, de parler des 4 mêmes périodes, des périodes ciblées auparavant, donc 2025, 2028, 2029, 2032, 2033, 2036. Donc, 2 ajustements qui seront apportés, qui ne sont pas actuellement présents dans le projet de règlement. Aucun impact sur la réglementation. Comme je vous disais, ça allait en 2 temps. Premièrement, on apportait une modification au schéma d'aménagement avec une actualisation du portrait de diagnostic, mais on sait très bien qu'il y a d'autres outils pour venir répondre, puis comment mettre en œuvre. On parle, il y a une politique d'habitation à Laval, il y a un plan d'action qui est en cours d'actualisation. Donc, par d'autres moyens, on vient répondre. On se donne au moins une référence pour dire, voici combien de logements sont prévus dans les 12 prochaines années. On joue avec ces chiffres-là pour voir comment on peut arriver à cette cible-là, puis comment justement on peut répondre à d'autres besoins, notamment les logements sociaux et abordables. Prochaines étapes, grosso modo, jusqu'au 18 avril, la consultation écrite est ouverte. Au printemps, on parle de justement modifier en conséquence le règlement, la modification du règlement CDR 1.10.
Adoption prévue qui serait en juin 2025 au conseil municipal. Une analyse de conformité qui s'ensuit par la CMM et le gouvernement du Québec pour une entrée en vigueur potentielle dès le mois d'août 2025. Merci beaucoup. Bonne soirée. Excellent. Merci pour la présentation. Nous sommes maintenant rendus à la période d'échange sur le projet de règlement. Donc, je vous invite à suivre les instructions pour pouvoir y participer. On vous demande d'utiliser la fonction main levée dans l'application Teams pour demander parole. Vous avez un exemple à l'écran. Donc, est-ce qu'il y a des personnes en ligne qui aimeraient s'exprimer sur le projet de règlement? Excellent. Merci beaucoup. Une fois, deux fois, trois fois. Soyez pas gênés, là. On est là pour vous écouter. Donc, comme il n'y a personne qui veut s'exprimer, nous allons passer à la prochaine consultation, la SRDR 1.9 et 1.10, ainsi que le CDU 1.11 et 1.14. Madame Julie-Louise Levasseur et Mme Josée Rinfray seront présentes pour répondre à vos questions. Merci. Vous pouvez y aller. Merci. Merci beaucoup, M. Langlois. Bonsoir tout le monde. Donc, les objectifs du projet de règlement du schéma d'aménagement, c'est d'assurer une cohérence entre le schéma d'aménagement et de développement révisé et le plan régional des milieux humides et hydriques de la ville de Laval. On veut faire une mise à jour des aires protégées sur le territoire lavallois. On veut bonifier le portrait du territoire, ajouter des sous-objectifs et bonifier les actions en lien avec les rives, les cours d'eau et les milieux humides. On veut faire une mise à jour, la description des zones d'aménagement écologique particulières et finalement, on aimerait modifier la carte des grandes affectations du territoire afin d'inclure dans l'affectation conservation plusieurs terrains qui ont été acquis par la Ville depuis 2017 à des fins écologiques. Donc, la première modification que nous faisons au schéma d'aménagement, c'est le remplacement de la carte des milieux naturels. Donc, on fait une mise à jour très complète au niveau des milieux humides et des cours d'eau à ciel ouvert. On fait une mise à jour selon plusieurs sources qui ont été réalisées, le réseau hydrographique du Québec, les données du ministère de l'Agriculture, des photos aériennes historiques et aussi du captage photogrammétrique qui a été fait sur le territoire. Donc, on a vraiment un portrait extrêmement à jour de nos milieux naturels sur le territoire. La carte des cours d'eau a également été remplacée. Donc, la cartographie qu'on présente ce soir n'est pas seulement les cours d'eau à ciel ouvert, mais c'est également les cours d'eau canalisés sur le territoire de Laval, information qu'on n'avait pas auparavant au schéma d'aménagement. Donc, on retrouve il y a 302 km de cours d'eau qui sillonnent le territoire lavallois. Donc, ça inclut 65 km de sections qui sont canalisées. Et on a également rajouté à la carte une illustration qui s'appelle l'indice de qualité de la bande riveraine. Et ça, on peut déterminer la qualité de la bande riveraine avec certains types de couleurs. Donc, elle peut être de faible, moyen à très élevé. Donc, c'est intéressant pour connaître un peu la qualité du cours d'eau dans vos quartiers. À la carte 2.18, une autre modification, c'est une mise à jour des milieux humides qui a été réalisée dans le cadre du plan régional des milieux humides et hydriques. C'est un grand inventaire des milieux humides qui a cours depuis 2016 en collaboration avec le Conseil régional de l'environnement de Laval et les fonctionnaires du service de l'environnement de la ville de Laval. Donc, il y a une augmentation. Avec cette nouvelle carte-là, on vient augmenter nos milieux humides d'intérêt. Donc, c'est des milieux humides d'intérêt de grande qualité écologique que la ville fait des actions concrètes ce soir là, pour venir les protéger au sein de son schéma d'aménagement. Dans un souci d'harmonisation, on vient remplacer toutes les cartes où on représente nos milieux naturels. Donc, c'est le cas avec la carte 2.2. On vient remplacer nos milieux naturels, mais la délimitation des zones d'aménagement écologique particulières n'est pas modifiée. Elle conserve les mêmes délimitations qu'auparavant. C'est vraiment dans un souci d'harmonisation. Certaines des caractéristiques des plantes, des arbres, des espèces à statut, des milieux humides ont été modifiées dans la description des zones d'aménagement écologique prioritaire en harmonisation avec le plan régional. Donc, on est venu modifier un peu le texte, on est venu modifier les descriptifs de nos zones d'aménagement écologique prioritaire. Donc, c'est intéressant pour les gens de lire les descriptions parce qu'on retrouve vraiment toutes les espèces à statut, les milieux intéressants, les corridors écologiques dans les différents secteurs à Laval.
On a rajouté un nouvel objectif. On avait un objectif qui était existant au schéma, qu'on parlait d'intégrer la dimension environnementale au cœur, la planification de l'aménagement du territoire. On est venu l'ajouter, la notion de créer, de restaurer. Donc, il y avait un intérêt important au niveau des milieux humides. Il y en a peu à la ville de Laval. Il y en a plusieurs qui ont été détruits avec l'urbanisation, avec le temps. Et dans un souci de vouloir non seulement des protéger ceux existants, mais on aimerait aussi restaurer certains milieux humides, puis aussi faire des restaurations de cours d'eau, les rives littorales. Donc, c'était important pour nous de le mentionner parce que de ça va découler des actions qui sont plus concrètes. Donc, une des actions concrètes qu'on retrouve aussi au plan régional des milieux humides et hydriques, c'est la mise en place de projets qui va permettre de restaurer ou de créer 15 hectares de milieux humides et hydriques sur le territoire lavallois. Et au niveau de la réglementation, mais en fait, on met un cadre réglementaire qui vient assurer la protection et l'utilisation durable de plus de 70 % des milieux humides sur le territoire lavallois. Dans un souci d'harmonisation, on est venu aussi remplacer la carte des territoires d'intérêt protégé. Donc, les territoires d'intérêt protégé à Laval, ce sont des territoires qui sont protégés par différentes lois au niveau provincial. Sur cette carte, on est venu rajouter 4 nouveaux secteurs. Donc, c'est 4 nouveaux milieux naturels de conservation volontaire qui ont été rajoutés. Donc, la berge du boulevard Lisbonne, la berge au niveau de la partie de Saint-Denis-du-Sablon et la partie Lavoie, la baie de l'île Loca et le bois de la Source. Donc, le bois de la Source, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est un ajout de 43 hectares. Finalement, c'est un aire de conservation volontaire, mais c'est un aire protégé. Donc, c'est la plus haute protection environnementale qui existe là, au niveau de la province du Québec. Donc, c'est super intéressant pour la ville. Et on voulait aussi rajouter que la ville de Laval travaille depuis facilement, je pense, les 10 dernières années, un projet qui est important, qui est l'agrandissement du refuge faunique de la rivière des Mille-Îles. En ce moment, le statut, le nombre d'hectares de la superficie est beaucoup plus basse, mais ça fait plusieurs années que la ville de Laval travaille en collaboration avec le gouvernement provincial pour avoir un très grand refuge faunique. Donc, dans le schéma, on l'annonce. On annonce que la superficie proposée passerait de 127 hectares à 585 hectares. Ce n'est pas encore entériné avec le gouvernement du Québec, mais on continue d'en parler, on continue de pousser pour avoir éventuellement notre reconnaissance de statut d'aire protégé pour ce grand corridor riverain lavallois. C'est important aussi à noter que depuis 2017, la Ville de Laval a été très proactive pour venir acquérir des terrains vacants ou des terrains naturels importants qui ont une grande valeur écologique. Et dans un souci de pouvoir les conserver pour les générations futures, il faut vraiment intégrer ça au schéma dans l'affectation de conservation. Donc, c'est le statut que la Ville, le plus haut statut que la Ville peut donner à ses propres milieux, c'est le statut d'affectation de conservation à son schéma. Donc, on est venu rajouter 192 lots municipaux. Donc, la superficie passe de 787 à 983 hectares pour un gain de 196 hectares qui est une superficie super intéressante, surtout ça date seulement depuis 2017. Donc, les propriétés municipales qui ont été visées là, sont toutes recouvertes de milieux naturels d'intérêt, des milieux humides, des bois d'intérêt, du couvert forestier, des friches, des habitats fauniques. Et ça a tout été acquis à des fins écologiques. Donc, je vais vous les présenter dans les prochaines diapositives. Bien, les secteurs sont ici. On parle du bois de l'Équerre, le bois d'Auteuil, le bois de Dimbourg, le bois Armand-Frappier, l'île Loca. Ensuite, des secteurs sont un petit peu moins connus. Le marais au sud du boulevard de Saint-Elzéar, le cours d'eau, les secteurs autour du cours d'eau Barbe et le secteur qu'on appelle la zone d'aménagement écologique prioritaire de Louis Buisson, qui est en fait le terrain qui se trouve à la porte d'entrée de l'autoroute 13 au niveau de la rivière des Prairies. Donc, ce que vous voyez à votre gauche, c'est l'affectation en vert foncé, c'est l'affectation conservation. Donc, c'est la plus importante, la plus forte là, au niveau de la protection écologique à Laval. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'était ce qu'on retrouve au schéma pour le moment et ce que le projet de règlement du schéma propose à votre droite. Donc, on vient passer de différents types d'affectation, soit industrielle, soit de protection, soit d'urbaine, à une affectation de conservation. Donc, il y a des gains intéressants, là, une quarantaine d'hectares dans le secteur du bois de l'Équerre. Donc, ça permet à la Ville non seulement de protéger, mais ça permet aussi de faire une mise en valeur intéressante là, pour les Lavallois.
Le bois d'Auteuil, même constat, on passe d'une protection à conservation dans ce secteur-là de 46 hectares et urbaine à conservation de 5,7 hectares. Donc, ça devient des propriétés villes, des propriétés que la ville peut mettre de l'avant, peut permettre aussi la mise en valeur. Le petit secteur du bois d'Édimbourg est un secteur qui était auparavant super intéressant au niveau de la qualité écologique, mais qui était privé. Dorénavant, c'est une propriété ville. Donc, on a pu passer ce secteur-là d'une affectation de protection à conservation et de urbaine à conservation. Donc, ce bois-là, maintenant, il est pérennisé, il est protégé par le schéma d'aménagement. Au niveau plus du centre-ville, c'est le bois d'Armand-Frappier. Donc, il y a eu certains gains autour, là, surtout dans la périphérie, plus au nord du terrain, puis aussi la petite section près de, j'aimerais dire la garderie, mais dans le secteur plus vers le bas. Donc, on est venu passer d'une affectation de haute technologie d'innovation pour 0,3 hectares, puis surtout une passation de multifonctionnel à conservation là, pour 3,8 hectares. Donc, encore là, on agrandit notre petit cœur là, vert au niveau du centre-ville. Une autre acquisition super importante qui était la protection, qui était en fait l'île Loca, qui était une île qui était privée pendant très longtemps. La ville a acquis le terrain depuis 2017. Donc, c'est un super terrain qui est maintenant public, qui est maintenant de propriété municipale. Et on a passé l'affectation à conservation. Donc, ça vient vraiment pérenniser sa conservation dans le futur. Ensuite, des secteurs un petit peu moins connus, c'est un milieu humide exceptionnel de très grande qualité qui s'appelle le Marais au sud du boulevard de Saint-Elzéar. Peut-être éventuellement, on va avoir un petit nom pour ce milieu humide. On passe de commercial régional à conservation pour 7,2 hectares et 0,6. Donc, c'est très intéressant. C'est un secteur qui est très urbanisé. Puis là, on vient protéger ce genre de petits secteurs-là. C'est important pour mettre sur pied nos corridors écologiques, notre vision écologique au niveau du territoire lavallois. Et finalement, le cours d'eau Barbe. Donc, on passe d'une affectation industrielle à conservation et de urbaine à conservation. Et finalement, notre secteur de Zaïp, Louis Buisson, secteur qui est vacant sur le bord de l'eau, qui avait une vocation urbaine pour la plupart du terrain. Il y a eu des acquisitions, mais il y a aussi une volonté de la ville de vouloir pérenniser ce secteur-là pour des fins écologiques, puis éventuellement, il pourrait avoir une mise à valeur super intéressante, étant donné que c'est un très grand terrain qui borde la rivière des Prairies, qui a vraiment des super belles vues aussi sur le bord de l'eau. Au niveau des modifications qui ne font pas partie du projet de règlement, mais qu'on aimerait rajouter, on voudrait aussi juste harmoniser les milieux naturels sur la carte 5.2. Donc, c'est vraiment pour un souci d'harmonisation que tous les milieux naturels soient les mêmes à travers toutes les différentes cartes du schéma. Et j'ai su plus récemment par mes collègues du service de l'environnement que le comité exécutif a entériné en fait un deuxième agrandissement du refuge faunique de la rivière des Mille-Îles. Donc, on parlait de 585 hectares. On est rendu dans une proposition de 606 hectares. Donc, on continue de l'annoncer dans le cadre du schéma. Les modifications apportées au règlement d'urbanisme, il y en a quelques-uns. Donc, on va demander à mettre à jour les milieux humides d'intérêt sur le territoire lavallois. Et on va également demander de modifier le zonage qui est applicable sur les propriétés municipales qui ont été acquises pour des fins écologiques. Donc, cette concordance-là entre le schéma d'aménagement, le règlement d'urbanisme, donc le code de l'urbanisme, sera fait dans le cadre du règlement CDU 1.1.11 par mon collègue Thierry Basse-Gravel. Au niveau des prochaines étapes, j'ai les mêmes étapes que mon collègue Guillaume Longchamp. Donc, vous avez jusqu'au 18 avril pour nous écrire, pour déposer vos mémoires, avec une volonté de venir modifier éventuellement le règlement du schéma avec vos commentaires. Ensuite, on aimerait adopter le règlement SADER 1.9 et faire publier le rapport de consultation à l'été. Ce règlement-là est analysé par le gouvernement provincial, par tous les différents ministères. Donc, c'est eux qui font la conformité au niveau du gouvernement du Québec. Et la communauté métropolitaine de Montréal font la même chose. Donc, on va avoir un devoir d'écouter, de se conformer à leurs demandes également, avec une entrée en vigueur finalement à l'automne 2025 au niveau du schéma et des règlements d'urbanisme en concordance. Excellent, merci pour la présentation. Donc, nous sommes maintenant rendus à la période d'échange. Est-ce qu'il y a des gens en ligne qui aimeraient prendre la parole? Bonjour, monsieur
Monsieur ou Madame Martine Charbonneau. Maxime, oui. Je m'excuse. Oui, oui, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, bonjour, Monsieur Maxime. Oui, Maxime. Donc ici, si vous me permettez, j'ai 4 petites questions. Je pourrais les poser les 4 pour bien avancer. Donc au niveau de la carte qui touche les cours d'eau, les ruisseaux, j'aimerais savoir s'il y a un impact pour les gens qui vont faire des réclamations ou qui ont l'intention de faire des recours judiciaires par rapport aux événements qu'on a vus au niveau de la tempête Déby le 9 août passé. Ça, c'est ma première question. Parce que la carte était relativement petite, là, donc on voit mal les différents cours d'eau. Au niveau aussi des milieux humides, je voulais savoir s'il y avait eu une avancée au niveau, puisque vous êtes dans cette révision de carte-là, au niveau de certaines prétentions de vouloir accorder les 2 parties du boulevard d'Agenais qui manquent dans le secteur de Vimont. Voir si vous aviez regardé, vu qu'il y avait une volonté de consultation par rapport à ça, pour regarder par rapport aux milieux humides. Il y avait des parcs, il y a des citoyens aussi qui veulent préserver des espaces verts. Troisième question, je ne sais pas si vous avez la réponse, mais vous avez fait beaucoup d'acquisitions. J'aimerais savoir quel est le coût de l'acquisition de tous ces terrains-là, donc qui ont été énoncés assez rapidement aussi. Et dernière question, on a vu l'impact aussi du gouvernement qui a voté une loi un peu spéciale pour la compagnie Stablex. La communauté urbaine de Montréal ainsi que la ville de Blainville sont devant les tribunaux. Et là, on vient protéger des milieux humides, mais je me posais la question, comment voit la ville de Laval par rapport à parce que le gouvernement du Québec a quand même venu imposer ses gros sabots là, en disant, ben voilà, on tasse certains terrains. Ce que vous avez voté ne tient plus la route. Donc, je voulais savoir où est-ce que Laval se positionne aussi là-dedans dans la protection des milieux humides. C'est beau de dire on va les protéger ou en acquérir, mais si on a un gouvernement qui vient un peu chambouler nos plans, qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça? Merci beaucoup. Excellent. Donc, qui veut répondre? Qui veut se lancer? Allez-y. Bonsoir, M. Charbonneau. Merci beaucoup pour vos questions très pertinentes. Donc, on a 4, on les a notées. Donc, la première question concernant Déby, c'est moi qui vais la répondre. Donc, les cours d'eau que vous voyez à l'écran, c'est vraiment des cours d'eau qui sont existants et canalisés. Vous avez posé une question importante qui était à savoir, c'est quoi l'impact du débordement de ces cours d'eau et la tempête Déby? Moi, ça fait 15 ans que je travaille en zone inondable, puis en gestion mais plus récemment, je dirais, je m'intéresse beaucoup aussi aux pluies abondantes. Puis en fait, à Laval, ce qu'on a compris, c'est pas ce qui était vraiment important avec la tempête de Déby. Premièrement, on parle de 1000 mm d'eau qui a tombé, donc c'est une tempête exceptionnelle. Les dommages ont été au-delà des crues printanières de 2017 et 2019. Et les secteurs qui ont beaucoup été impactés, c'est souvent ce qu'on appelle les secteurs de cuvette. Au niveau de la topographie, l'eau ce rang-là. Est-ce qu'à savoir, la question est intéressante à savoir, est-ce que ces secteurs-là, on a des cours d'eau canalisés ou on a c'est toujours des secteurs qui sont extrêmement urbanisés. Donc, les inondations ne se font pas dans les secteurs vacants, se font dans les secteurs urbanisés. Ça serait une question à savoir. La Ville de Laval, en ce moment, a fait énormément de cartes, d'analyses. On s'apprête à faire des demandes de financement avec le gouvernement provincial pour avoir des infrastructures vertes, pour avoir une meilleure compréhension. Donc, c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a plusieurs villes, Longueuil, Montréal, beaucoup de gens se positionnent pour pouvoir apporter des solutions. Mais pour faire ça, on a besoin de faire des analyses encore plus poussées, pour vraiment avoir les bonnes solutions, autant au niveau des solutions qui sont des infrastructures vertes ou grises ou des solutions réglementaires. Donc, on est proactif. Je ne sais pas si ça peut répondre à votre question, mais c'est une question qui est importante. On parle beaucoup d'adaptation au changement climatique. Les pluies abondantes sont de plus en plus importantes et c'est quelque chose que les villes, on va devoir réagir le plus rapidement possible. Donc, sachez que la ville travaille à ce sujet en ce moment. Pour le secteur d'Agenais, je crois que vous parlez du secteur de Troya. C'est ça, c'est le secteur... Le boulevard d'Agenais est coupé en deux. Il manque un petit bout. Il y a des gens qui aimeraient qu'on le prolonge, d'autres qui veulent protéger les milieux. Donc, il y avait une demande d'analyse aussi qui a été faite par le Conseil de ville dans un avis de proposition. Donc, je me demandais si dans le cadre de cette révision réglementaire-là, il y avait eu une avancée dans l'analyse des milieux humides. Parfait. Alors, oui, je me rappelle bien de la question. On parle bien du Bois-Vimont, c'est ça? Du secteur Bois de Naples, tout ça?
Bois de Naples. Bois de Naples. Oui, en fait, la grande... dans le cadre du Code de l'urbanisme, en fait, il y a eu une décision qu'une grande section de ce bois de Naples était dorénavant un secteur qui était protégé. Donc, la décision, elle a été décidée de protéger une partie du bois de Naples à ce moment-là. En ce qui a trait à savoir s'il y a des études qui sont déposées pour prolonger le boulevard d'Agenais, pour le moment, je ne suis pas au courant, mais c'est quelque chose qu'on peut vous revenir rapidement avec une réponse. Madame Poirier? Ben, je dirais que c'est pas l'objet là, de ce soir là, ou de ce qui est présenté ce soir. Là, donc, ça fait pas partie des modifications qui sont proposées. Donc, effectivement, on pourrait peut-être vous revenir à cet égard-là, là, mais pas à ce que je sache. Là. On n'est pas dans la réflexion du prolongement du boulevard présentement. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, ben c'est ça. Je voulais savoir si ça avait un impact ou pas. Là, vous me confirmez que non. Donc, on peut. C'est parfait, effectivement. Si c'est pas à l'étude, c'est pas à l'étude ce soir. Non, c'est pas l'étude ce soir. Et puis, vous aviez la quatrième question. La troisième question était les coûts d'acquisition qui ont été réalisés par la Ville depuis 2017. Donc, on a une collègue de service de l'environnement avec nous ce soir qui a beaucoup suivi ces acquisitions-là. Appuie sur le bouton. Madame Josée Rinfray vous répondra. Comme ça? Oui. La lumière rouge? Oui. Allez-y. Alors, en 2020, on a lancé un plan qui s'appelle la trame verte et bleue de Laval. Donc, on peut vous dire que depuis 2020, on a acquis plus de 300 hectares de milieux naturels pour un total d'environ 83 millions de dollars. Excellent, merci beaucoup. Est-ce que vous aviez des questions complémentaires? La quatrième question concernait l'impact de la décision du gouvernement provincial pour le secteur Stablex. Donc, c'était pas une question politique, donc je vous passerai la parole. Oui, certainement. Ben, je vous dirais qu'on déplore là, la décision du gouvernement d'imposer la vente d'un terrain municipal contre le gré de la volonté de la municipalité de Blainville. Donc, évidemment, on joint notre voix à la CMM en ce sens-là, mais les tribunaux ont tranché, donc on n'a pas le choix de respecter cette décision. Donc, c'est extrêmement dommage. Là, et je crois qu'on va continuer à pousser. Là, les démarches ne sont pas terminées de la CMM et de la ville de Blainville là, pour essayer de déterminer quelles sont les prochaines étapes pour mieux protéger. Mais ceci dit, on est toujours tributaire de ce que le gouvernement provincial décide. Là. Donc, nous, toutes les modifications qu'on amène aujourd'hui sont soumises au MAMACH et sont analysées, sont approuvées ou non. Donc, le MAMACH peut faire des suggestions de modifications aussi à ce qu'on propose. Et puis là, vous me reprendrez, urbaniste professionnel, si je me trompe, mais c'est comme ça. Là. Donc, nous, on adopte une réglementation qui est conforme à ce que le gouvernement provincial souhaite. Et puis, si ensuite le gouvernement provincial change d'avis, malheureusement, on se fait barouetter. Là. Donc, c'est ce qui se passe à Blainville. C'est extrêmement dommage. Ça va à l'encontre des orientations de toutes les orientations en faveur de l'environnement et de la protection de nos milieux écologiques. Alors, on le déplore, mais on a très peu d'éléments qu'on peut mettre de plus que ce qu'on fait maintenant, d'amener à les protéger dans notre réglementation, d'indiquer que c'est des milieux d'importance pour nous, qu'on les protège de tout développement ou d'influence. Dans notre propre réglementation ici, c'est ce qu'on peut faire. Donc, c'est ce qu'on fait ce soir là, en rajoutant des milieux humides hydriques dans notre schéma, là, en venant un peu sceller ça, mais c'est pas à l'épreuve de tout. Excellent. Merci, Mme Poirier, pour la réponse complète. Donc, est-ce que vous aviez d'autres questions, interventions? Non, c'est beau. Merci beaucoup pour la réponse. Puis moi aussi, je déplore ça. Il y a du travail exceptionnel là, qui se fait ce soir d'analyse profonde de ça. Puis on a des gens qui débarquent puis qui décident d'envoyer ça paître, parce que je pense que les spécialistes qui nous parlent ce soir sont des pros dans leur domaine, donc je leur fais confiance aussi. Alors, moi, je déplore ça, moi aussi, là, la décision qui a été prise à Blainville, là, fortement. Là, je suis d'accord avec vous là-dessus. Merci beaucoup pour toutes les réponses, c'est super apprécié. Merci à vous. Merci à vous de les avoir posées, vos questions.
Excellent. Donc, nous allons passer au CDU 1.11. Donc, est-ce que c'est M. Basque? Oui, allez-y. Oui, c'est bien moi. Bonsoir à tous. Merci, Monsieur le Président. Donc, oui, on est ici également, en troisième lieu, pour vous parler du règlement, le projet de règlement CDU 1-11. Donc, les objectifs principaux de ce projet de règlement sont assez simples. C'est de mettre à jour les milieux humides d'intérêt sur le territoire lavallois et de modifier le zonage applicable des propriétés municipales acquises pour des fins écologiques. Vous remarquerez que c'est les mêmes éléments qui ont été mentionnés par ma collègue Julie-Louise, donc en concordance avec le projet de règlement du schéma d'aménagement SADR 1.9. À noter que ce projet de règlement, le CDU 1-11, ne contient pas de dispositions propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. D'abord, mentionnons que le projet de règlement CDU 1.11 concerne l'ensemble du territoire, donc il y a des dispositions qui s'appliquent vraiment à tout le territoire. Mais également, il y a 3 modifications particulières dans des zones qu'on souhaite vous présenter. Donc, la première se trouve dans le nord de Laval, dans le secteur Sainte-Rose, plus précisément dans le bois de l'Équerre. Le deuxième, près de l'autoroute 13 dans le secteur Fabreville. Et le troisième, toujours près de l'autoroute 13 plus au sud, dans le secteur de Chemédé. D'ailleurs, nous allons débuter avec les 3 modifications de zonage dont je viens de parler. La première est celle du bois de l'Équerre. Donc, voyez dans l'image de droite, l'encerclé en rouge. Donc, c'est une portion de la zone actuelle T1.2-42-61, une zone de protection qui actuellement autorise des usages d'habitation d'un logement et de récréation extensive. Donc, c'est qu'une partie de la zone qui est visée. Et comme vous voyez sur le zonage projeté, la partie en grise, donc c'est la création d'une nouvelle zone, T1.1 cette fois, pour assurer la conservation de cette portion de terrain-là. Donc, c'est un terrain qui a été acquis par la Ville, donc dans la continuité de ce que vous a mentionné ma collègue Julie-Louise. Et la nouvelle zone ce sera du zonage de conservation qui autorisera une liste limitée d'usages, dont la récréation extensive à l'exception des terrains de sport, piscines extérieures et activités connexes. Il n'y a pas de disposition particulière dans cette zone, c'est-à-dire que c'est les dispositions régulières ou générales du type de milieu T1.1 qui vont s'appliquer. Donc voilà pour le premier cas. Le deuxième, on est à l'angle des autoroutes, l'autoroute 13 et l'autoroute 440 dans le cadran nord-est. Et l'encerclé en rouge, vous voyez, ça concerne 2 zones. Donc la première, la ZI.2 2023 et la deuxième T3.3 2014. Dans la zone ZI, qui est une zone industrielle, on a actuellement des usages autorisés commerces C5 et C7, qui sont nos commerces reliés à l'automobile et nos commerces lourds. Industrie I1 et I2, qui sont nos industries légères et industries contraignantes. Excusez-moi, pas contraignantes. Nos I2, c'est entreposage et distribution de commerce de gros. Équipements publics E1 et E2, qui sont nos équipements publics légers et contraignants. Et dans la zone T3.3, donc vraiment c'est une zone qui vise plus l'habitation, on a l'habitation d'un logement et la récréation extensive qui est autorisée. Donc vous voyez en grisé le nouveau tracé. On parle encore une fois de la création d'une nouvelle zone de protection, donc le type de milieu T1.1, la zone 29-35. Donc c'est des terrains qui ont été acquis par la Ville de Laval encore une fois. Et la zone prévoira un zonage de conservation autorisant une liste limitée d'usages dont la récréation extensive. Et il n'y aura pas de dispositions particulières dans la zone. C'est les dispositions du type de milieu T1.1 qui s'appliqueront. Le troisième cas de figure, donc toujours près de l'autoroute 13, vous voyez la rivière des Prairies. On est un petit peu au sud du boulevard Lévesque. Donc les 2 encerclés en rouge visent des zones de zonage différé, donc des zones SZD.1, la zone 3304 et 3282. Dans ces 2 zones, les usages actuellement autorisés sont l'habitation d'un logement, la récréation extensive, la récréation intensive, plus particulièrement le groupe R2B, et la culture, à l'exception des bois d'intérêt. Donc, dans le zonage qui est projeté pour ce secteur, on voit en grisé les 2 grands
deux grandes parties de terrain. En fait, il y a plusieurs terrains qui sont intégrés à même la zone qui était adjacente, la T1.1. Donc, ça devient une grande zone T1.1, une zone de conservation 32-38, pardon. Cette zone, comme les autres zones qu'on a vues auparavant, prévoira un zonage de conservation autorisant une liste limitée d'usages, dont la récréation extensive. Aucune disposition particulière à la zone, encore une fois, c'est le type de milieu qui s'appliquera. Et par la même opération, il y a 2 zones SZD qui sont créées pour les résidus, en fait. Plus au nord, si vous voyez dans l'encadré complètement à droite en haut, c'est finalement des résidus de la zone 32-82 qui auront les mêmes dispositions, en fait. Ensuite, on passe à des modifications, toujours à l'intérieur du projet de règlement, concernant le PIA vitrine autoroutière. Donc, c'est le feuillet 7 de l'annexe A du Code de l'urbanisme qui vise à être modifié. On voit sur l'image de gauche les zones en jaune, qui sont les zones d'application du PIA vitrine autoroutière, près de l'autoroute 13. Et comme la nouvelle zone T1.1 empiète dans ces endroits, on vient retirer l'assujettissement du PIA parce qu'évidemment, la nouvelle zone T1.1, comme on l'a vu, ne permet plus des usages qui permettront des projets, finalement, qui y seraient assujettis. Donc voilà, dans l'image de droite. Deuxième modification du même type, donc on vient modifier le PIA ZAEP secteur de zonage différé. C'est cette fois-ci le feuillet 9 de l'annexe A. Donc on voit en jaune dans l'image de gauche les secteurs, les zones en fait SZD, on vient tout juste de voir, qui étaient assujettis. Donc, dans l'image de droite, on comprend que la zone T1.1 qui a été agrandie n'est plus assujettie. C'est seulement les résidus de zone SZD qui demeurent assujettis à ce PIA-là. Maintenant, la modification la plus importante du projet de règlement concerne les milieux humides d'intérêt. Donc, on remplace le feuillet 10 de l'annexe A, donc le feuillet au complet du Code de l'urbanisme, qui concerne les milieux naturels d'intérêt, pas seulement les milieux humides. Mais l'effet, ma collègue Julie-Louise en a parlé déjà abondamment, c'est surtout d'identifier des nouveaux milieux humides d'intérêt, des nouveaux qui ont été réalisés là, dans le cadre du plan régional des milieux humides et hydriques de Laval. Ici, une petite diapositive pour vous expliquer le fonctionnement de l'application réglementaire des milieux humides au Code de l'urbanisme. Donc, on voit dans l'image de gauche l'aire d'influence d'un milieu humide qui est en beige, d'un milieu humide qui est présumé à ce stade-ci, et à l'intérieur, avec les pointillés bleus, le milieu humide qui est présumé. Évidemment, advenant un projet dans le secteur, il doit y avoir une redélimitation du milieu humide, donc une étude de caractérisation doit être produite pour bien identifier l'emplacement du milieu humide qu'on voit ici en rouge et de sa bande de protection de 15 mètres autour en mauve. Donc, vous voyez que lorsqu'un projet est fait, l'étude de caractérisation vient préciser l'emplacement et ça peut différer légèrement. Évidemment, on voit aussi que s'il y a des milieux qui ne sont plus à l'état naturel, il y a des constructions, il y a des aménagements au sol, ça peut être exclu également des dispositions réglementaires. Maintenant, quelques informations sur l'impact en matière d'hectares. Donc, les nouveaux milieux humides d'intérêt qu'on présente ici. Vraiment, là, on cible ceux qui sont à l'extérieur d'une contrainte existante, parce qu'il y a également des milieux humides qui sont sur des zones inondables, des littorales, rives. Ceux qui sont à l'extérieur de ces contraintes-là, en zone agricole, on parle d'une addition de 27,2 hectares et à l'extérieur de la zone agricole de 35,6 hectares pour un total de 62,9 hectares au Code de l'urbanisme. C'est moins que ce qu'a présenté ma collègue Julie-Louise parce qu'il y avait déjà une partie de la protection réglementaire qui avait été faite lors de l'entrée en vigueur du Code de l'urbanisme en novembre 2022. Donc, on vient finalement compléter la concordance au schéma d'aménagement aujourd'hui. Peut-être précision, la grande majorité dans la zone agricole, là, ces superficies est incluses dans des bois d'intérêt métropolitain. Et pour ce qui est des milieux humides à l'extérieur de la zone agricole, la grande majorité sont adjacents à d'autres milieux naturels. Donc, ce n'est pas des nouveaux milieux humides
qui arrivent, c'est vraiment des milieux humides qui sont adjacents ou tout près là, de milieux déjà existants. Quelques dispositions additionnelles. Donc, le projet de règlement vise à préciser les dispositions relatives aux murs de soutènement à proximité d'un milieu naturel en exigeant une distance d'1,5 m avec un ouvrage de stabilisation de la rive. C'est l'article 420 du Code de l'urbanisme qui est modifié. Il vient également préciser les dispositions relatives aux travaux autorisés à l'intérieur d'un milieu humide ainsi que de sa bande de protection en remplaçant l'expression « travaux de traitement des gestions des eaux pluviales par travaux d'exutoire des eaux pluviales » à l'article 619. C'est pour améliorer le vocabulaire avec les termes les plus récents. On corrige également un renvoi à l'article 619. Donc, à l'article 620, le renvoi ne fonctionnait pas. Il ne renvoyait pas au bon paragraphe. L'application réglementaire ne pouvait pas se faire. On précise aussi des dispositions relatives à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour des travaux de remblai à l'intérieur de l'aire identifié d'un milieu humide d'intérêt en remplaçant l'expression « un milieu humide d'intérêt » par l'aire identifiée d'un milieu humide d'intérêt. C'était simplement la mauvaise expression qui avait été utilisée dans le règlement. Donc, on vient corriger cette petite erreur. Et finalement, on adapte les dispositions administratives du règlement en lien avec la création des zones SZD 1.1, 3841 et 3842 qu'on a vu tout à l'heure, les deux petites zones, à 2 articles du Code de l'urbanisme. Parce qu'évidemment, la création de ces zones-là vient modifier des dispositions administratives dans le Code de l'urbanisme. Donc, il a fallu aller renommer puis repréciser les zones finalement. Donc, c'est très administratif. Voilà, c'est ce qui termine la présentation du contenu du projet de règlement. Pour ce qui est des prochaines étapes, la consultation écrite se poursuit jusqu'au 18 avril. Le projet de règlement CDU 1-11 est dépendant de l'entrée en vigueur du règlement qui modifie le schéma SRDR 1.9. Donc, ça va se passer, l'adoption au printemps, l'entrée en vigueur à l'été. Donc, l'adoption du règlement CDU 1.11 sera le 9 septembre et son entrée en vigueur plus tard, fin septembre, début octobre. Peut-être un mot sur la consultation écrite. L'enregistrement de la consultation virtuelle et le projet de règlement seront disponibles pour une période de 15 jours. Vous pouvez également envoyer vos questions, commentaires, avis écrits à l'adresse que vous voyez à l'écran, assemblée.urbanisme@laval.ca ou chercher Assemblée publique de consultation sur le portail de la Ville de Laval pour plus d'informations. Et on tient également à vous mentionner que tous les commentaires écrits dans la consultation écrite seront rendus publics. Donc, on vous recommande d'éviter d'y insérer des informations confidentielles ou des renseignements personnels. Voilà, ça termine la présentation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, comme à l'habitude, nous allons ouvrir le micro, passer à la période de questions. Monsieur Maxime? C'est à vous. J'ai pas de questions ici, donc... Ah, OK. Je pense que j'ai votre nom encore. Il n'y a pas de souci. Je suis désolé, j'ai eu un petit pépin de Teams. Je suis revenu, peut-être qu'il y a un petit bug, mais c'était très clair, la présentation. Merci beaucoup. OK, il n'y a pas de souci. Excellent. Merci. Donc, nous allons passer au dernier projet de la soirée, le CDU 1.14. Merci, M. Langlois. Bonsoir et bienvenue. Donc, je vais vous présenter le projet de règlement CDU-1-14 qui vient modifier le Code de l'urbanisme. Ça vise à intégrer la version 2015 du Code de construction du Québec puis d'apporter certaines modifications là, à des normes qui concernent la construction. Ce projet de règlement n'est pas susceptible d'approbation référendaire, puis il concerne l'ensemble des zones du territoire. Voyons maintenant un peu le contexte. Le Code de construction du Québec, là, communément l'acronyme c'est CCQ, s'applique aux bâtiments qui sont sous la juridiction de la Régie du bâtiment du Québec, comme les bâtiments publics. Puis les autres bâtiments, comme les maisons, les petits commerces, les petits établissements d'affaires ou les bâtiments industriels, sont sous la juridiction des municipalités locales. Ces bâtiments-là, qui sont sous la juridiction des municipalités locales, sont aussi désignés comme les bâtiments exemptés, parce qu'ils ne sont pas assujettis à la juridiction de la Régie du bâtiment du Québec. Pour les bâtiments qui sont sous la juridiction de la Régie du bâtiment du Québec, les municipalités peuvent adopter des normes plus sévères que celles qu'on trouve dans la version du Code de construction du Québec qui est appliquée par la Régie du bâtiment. Puis les municipalités locales ont aussi le pouvoir d'adopter des normes de construction qu'elles désirent appliquer
pour les bâtiments qui sont sur leur juridiction. Dans le code de l'urbanisme qui est entré en vigueur en novembre 2022, c'est la version 2010 du Code de construction du Québec qui a été intégrée. Mais cette version-là est rendue désuète. Puis là, il est maintenant le temps d'intégrer une nouvelle version, soit la version 2015. Puis donc, certains articles du titre 4 du Code de l'urbanisme vont être retirés ou modifiés parce qu'en intégrant le Code de construction 2015, il arrivait des incohérences ou des redondances. Donc, je vais vous présenter les principales modifications là, qui sont apportées au Code de l'urbanisme au titre 4. Donc, la principale modification, c'est qu'on va intégrer la version 2015 du Code de construction du Québec au Code de l'urbanisme. Aussi, le Code de construction, l'édition 2015, introduit des nouvelles dispositions qui concernent les logements additionnels qui sont autorisés d'office au CDU. Puis, ces assouplissements, ça concerne, par exemple, les moyens d'évacuation, les séparations coupe-feu, les façades de rayonnement, puis l'isolement acoustique. Là, actuellement, avec le Code de construction 2010, pour un logement additionnel, les normes de construction, ce sont les mêmes que si on avait une habitation bifamiliale. Donc là, avec la version 2015, on va assouplir ces normes-là. Donc, ça va réduire le coût de construction ou d'aménagement d'un logement additionnel là, dans une habitation unifamiliale. Donc, il y a aussi les bâtiments exemptés. On va exclure les stations de métro et les prisons de la liste des documents, des bâtiments qui sont sous la juridiction municipale parce qu'on considère que ces équipements sont quand même spécifiques puis on n'a pas les connaissances au sein du service de l'urbanisme de la ville pour pouvoir bien les gérer. Ça fait qu'on va s'en remettre aux professionnels de l'Autorité régionale de transport métropolitain. Et aussi le fait que les prisons, quant à elles, sont sous la juridiction soit du gouvernement du Québec ou du gouvernement fédéral. On trouvait que ce n'était pas pertinent d'avoir ça sous notre juridiction. Il y a une autre disposition qui visait le contrôle de l'ouverture partielle d'une fenêtre là, pour prévenir les chutes qu'on retrouvait dans le Code de construction 2010, mais qu'on avait mis parce qu'il n'était pas là. Excusez, c'est ça. Il n'était pas dans le Code de construction 2010. On l'avait intégré au Code de l'urbanisme. Mais maintenant, avec le Code de construction 2015, ce dispositif-là, il est prévu. Donc, c'est plus nécessaire de l'avoir au Code de l'urbanisme. Il y a aussi une précision qui va être apportée sur l'accessibilité universelle pour les habitations de 9 logements et plus. Là, c'est à l'article 100. Puis cet article-là était difficilement applicable pour les bâtiments qui comprenaient des logements et comportaient plusieurs entrées. L'article 100 se lit comme suit. Lors de la construction d'un nouveau bâtiment de 9 logements ou plus, destiné à être occupé par une habitation, tous les logements construits au premier étage doivent être accessibles par un parcours sans obstacle et être adaptables. Puis là, cet article-là laissait place à une certaine interprétation. Il y a des gens qui le comprenaient disant, bien, si j'ai un bâtiment qui comporte 9 logements ou plus, puis qui est desservi par 3 entrées principales, donc ça veut dire que tous les logements du rez-de-chaussée doivent être accessibles. Puis ce qu'on visait, dans le fond, c'était pas ça. C'est qu'on voulait qu'un bâtiment qui comporte 9 logements doit avoir les logements du rez-de-chaussée accessibles lorsqu'il y a seulement une seule entrée principale. Puis on voit aussi pourquoi on veut faire ça. On veut que ça s'applique pour une habitation de 9 logements et plus qui comporte une seule entrée. C'est que, par exemple, si vous avez ici, si on regarde le dessin ici, c'est une habitation qui comporte 12 logements qui sont séparés. Dans le fond, ici, ça, c'est un bloc de 4 logements. On a un autre bloc ici de 4 logements et un autre ici. Mais si on applique l'autre façon pour l'accès, ça veut dire qu'on aurait 3 rampes, on a 3 entrées principales, on aurait 3 rampes d'accès. Ça vient réduire les surfaces végétales. Puis si, en plus, lorsqu'on a une entrée qui est sans obstacle, ça oblige d'aménager les cases de stationnement accessibles. Et si l'aire de stationnement, par exemple pour ce bâtiment-là, se trouve au sol, donc il faut respecter une pente maximale pour permettre à une personne en fauteuil roulant de pouvoir sortir du garage et aller au niveau du sol ou redescendre. Puis les pentes maximales sont très douces, donc ça vient allonger la rampe d'accès pour donner accès au garage.
Donc, on vient augmenter les surfaces carrossables. Puis on a remarqué aussi que ça pouvait favoriser la construction d'habitations de 8 logements et moins. Les entrepreneurs, les promoteurs, voulant pas nécessairement aménager des logements accessibles au rez-de-chaussée, bien, ils se limitaient à 8 logements et moins. Il y a un autre aspect, c'est la protection contre le radon. C'est l'article 115. Cet article vise uniquement les habitations, puis le Code de constitution 2015 exige des mesures de protection contre le radon pour la plupart des types de bâtiments, dont les habitations. Donc, par conséquence, cet article-là n'était plus requis. Toutefois, on va le maintenir parce qu'on veut prévoir une exception pour les bâtiments exemptés, donc les bâtiments qui sont sous la juridiction de la ville, mais qui doivent être immunisés contre les inondations. Parce qu'un bâtiment qui se trouve en zone inondable doit être immunisé contre les inondations pour les nouveaux bâtiments. Ça veut dire qu'il faut sceller la fondation, la protéger. Puis le principe du système de radon, c'est qu'ici, on a la dalle de béton dans le sous-sol, puis en dessous, il y a du gravier, puis on va mettre un tuyau qui va être sous la dalle, puis qui ressort ici. Mais si on fait ça, puis on doit rendre la fondation, le bâtiment immunisé contre les inondations, bien, il y aurait un risque que l'eau passe sous la semelle, puis s'en vienne en dessous, puis puisse remonter ici. Donc, il y a incompatibilité entre le fait de vouloir immuniser le bâtiment contre les inondations et aussi l'immuniser contre le radon. Donc, on va prévoir une exception pour les bâtiments qui doivent être immunisés contre les inondations. Un autre aspect, c'est les moyens d'évacuation pour des logements. On va ajouter un article qui va exiger une distance minimale de 3 mètres entre 2 escaliers d'issue qui desserrent un passage extérieur pour une habitation multifamiliale. Le Code de constitution 2015 n'exige pas une distance minimale de 3 mètres entre 2 escaliers lorsque le passage extérieur constitue le seul moyen d'évacuation d'un logement dans une habitation multifamiliale. Donc, si on regarde ici, supposons que c'est le seul moyen d'évacuation, puis que les escaliers sont à moins de 3 mètres. Supposons qu'il y a un incendie qui se propage ici ou à la porte C. Mais si l'escalier se trouve vis-à-vis la porte C, la personne qui est dans le logement D qui veut évacuer bien, pourrait être pris devant les flammes qui sortiraient de la porte C. Donc, c'est pour ça qu'on veut exiger une distance minimale de 3 mètres entre les 2 escaliers. Il y a les escaliers d'issue extérieure. On va ajouter un article qui va autoriser les escaliers tournants comme second moyen d'évacuation pour les petites habitations qui comportent au plus 2 logements par étage. Dans le Code de constitution 2015, l'édition 2015, excusez, ça a été supprimé alors qu'on retrouvait cette disposition-là, cette possibilité-là dans l'édition 2010. Puis on veut le conserver parce que c'est quand même pratique là, de permettre ce type d'escalier-là en cour arrière. Les escaliers d'issue extérieure pour les façades principales avant, donc en cour avant, on va rajouter un article qui va surtout concerner les bâtiments d'intérêt patrimonial ou les bâtiments qui sont inclus dans un territoire patrimonial. Le Code de constitution du Québec ne permet pas de remplacer un escalier extérieur ornemental sans devoir appliquer toutes les exigences qui concernent les escaliers d'issue. Ça a comme conséquence que l'escalier tournant ne pourra plus avoir la même configuration, puis on ne pourra pas remplacer par un escalier qui va avoir la même forme que l'escalier d'origine. Donc, l'ajout va permettre le remplacement de l'escalier d'origine par un escalier similaire qui va quand même être sécuritaire. Puis, ce remplacement d'escalier va être quand même assujetti à un PIA qui s'applique aux bâtiments patrimoniaux. On va aussi permettre que la main courante d'un escalier ornemental d'un bâtiment patrimonial puisse être à une hauteur de 36 pouces, parce que là, le Code de constitution 2015 exige qu'une main courante ait une hauteur minimale de 42 pouces. Puis dans les bâtiments patrimoniaux, à l'époque, les mains courantes étaient plus à 36 pouces. Donc, on va essayer de maintenir cette caractéristique-là qu'on retrouve sur les bâtiments patrimoniaux. Il y a une autre chose qu'on va rajouter, un article qui va permettre de prolonger une main courante dans un escalier.
Ce qu'on voit en vert foncé, c'est ce qui est permis là, par le Code de constitution 2015. Puis nous autres, ce qu'on veut faire, c'est pour faciliter les gens qui utilisent la main courante lorsqu'ils descendent ou montent un escalier, ça va être de prolonger en vert pâle pour aller plus loin jusqu'au palier. Ça fait que la hauteur va rester tout le temps la même, la main courante par rapport à l'escalier. Il y a une autre norme, un autre article qu'on va venir rajouter, c'est d'exiger l'implantation de mesures qui vont empêcher un véhicule d'entrer dans un entrepôt industriel par une porte levante qui sert à entrer ou à sortir de la marchandise si les plans de construction de ce bâtiment sont conçus pour un entrepôt uniquement. Parce qu'on a constaté qu'il y a des plans qui sont faits, c'est des entrepôts, ils mettent une porte de garage comme ici on voit, mais ils conçoivent le bâtiment seulement pour de l'entreposage, mais ils rentrent des véhicules. Puis dès qu'on rentre un véhicule dans le bâtiment, bien, les normes de construction ne sont pas les mêmes, sont plus exigeantes au cas où il y aurait un incendie qui se prendrait sur le véhicule. Donc, nous autres, pour éviter ça, que la conception des bâtiments soit faite comme un entrepôt, mais qu'il y a un véhicule qui rentre dedans, on va exiger qu'il y ait des mesures qui empêchent l'entrée d'un véhicule dans l'entrepôt avec, par exemple, des bollards comme on voit ici. Il y a un autre article qui va être ajouté qui concerne des logements qui sont contigus avec des terrasses. On voit ici, imaginez-vous, là, ici, en l'arrière, il y aurait 5 autres bâtiments pareils qui sont contigus, c'est une habitation. On voit souvent ça, la rue serait ici à gauche, on rentre sur le côté de la maison, puis on a accès par ici au garage. En dessous de chaque maison, il y a un garage avec une porte. Puis au-dessus, à l'arrière, on aménage une terrasse. Ce type, le Code de constitution 2015 considère comme un garage l'allée ici qui mène au stationnement en dessous des maisons. Puis c'est très restrictif, ça nécessite tout le temps d'appliquer des solutions de rechange qui sont récurrentes. Donc, à cet effet, on ne va pas considérer comme un garage intérieur l'allée d'accès ici. Puis on s'inspire de normes qui proviennent de la Ville de Montréal qui eux, appliquent à cet effet. Donc, on va rajouter un article qui va dire que les garages desservis par cette allée d'accès, l'allée qui se retrouve ici, doit être fermés, isolés. Les garages qui sont desservis par cette allée d'accès, donc doivent être fermés et isolés de cette allée d'accès. Donc, ça veut dire qu'on rentre dans l'allée d'accès, puis les garages se trouvent à gauche, il va y avoir une porte de garage pour chacun des garages. Puis que le toit puis le mur de l'allée d'accès doivent être en béton. Donc, la terrasse ici avec le mur ici vont être en béton. Puis, ça va prendre de pourcentage d'ouverture sur le mur ici puis le mur dans le fond de l'allée d'accès. Puis aussi dire que l'allée d'accès ne doit pas servir à d'autres choses comme à l'entreposage des bacs de matières résiduelles. Un autre aspect, ça concerne la hauteur sous les plafonds des logements aménagés au sol. De façon générale, le Code de constitution du Québec, version 2015, exige une hauteur minimale sous le plafond de 2,1 mètres pour les logements. Mais le Code de constitution 2015 introduit aussi la notion de logement accessoire, puis qui peut être aménagé dans une habitation unifamiliale existante ou projetée. Si le logement est aménagé au sol, la version 2015 du Code de constitution du Québec permet de réduire la hauteur libre sous le plafond à 1,95 mètres et à 1,85 mètres sous les poutres et les conduits de ventilation. Ce que nous autres, on veut faire, c'est préciser que cet assouplissement concerne un logement qui va être aménagé au sol d'une habitation unifamiliale, mais pour un bâtiment existant seulement. Parce que les nouveaux bâtiments vont pouvoir se conformer à la norme générale de 2,1 mètres qui est exigée au Code de constitution 2015. Puis, on veut aussi pousser plus loin, on veut appliquer cet assouplissement aux logements qui vont être aménagés au sol d'un bâtiment d'habitation de 2 logements et plus qui sont existants à l'entrée en vigueur de la présente proposition de modification au Code de l'urbanisme. Ceci va permettre de régulariser des cas existants de logements qui ont été aménagés dans des habitations de 2 logements et plus. Puis ça assure une équité là, entre les maisons qui ont un seul logement avec un logement additionnel et les habitations existantes qui ont 2, 3, 4 logements et on retrouve des logements au sous-sol.
Aussi, on va changer à l'article 86. On utilise le terme mesures différentes, qui est un synonyme de solution de rechange. Donc, on va simplifier, utiliser seulement un terme. Donc, les prochaines étapes, jusqu'au 18 avril, il y a une consultation écrite. On va par la suite publier, rendre les publications, les préoccupations transmises aux élus vont être transmises au conseil municipal pour le 6 mai. Puis il va y avoir la publication aussi du rapport de consultation. Le 6 mai aussi, adoption du règlement. Puis il va entrer en vigueur à la fin du mois de mai 2025. Donc, pour les 15 prochains jours, l'enregistrement de la consultation virtuelle puis les projets de règlement vont être disponibles. Vous pouvez aller sur le site de la Ville de Laval, à laval.ca, puis vous faites dans le moteur de recherche Assemblée publique de consultation. Puis ça va vous amener au lien qui est ici. C'est à partir de là que vous allez pouvoir poser vos questions et mettre des commentaires, des avis. Puis, comme mon collègue le disait, c'est important, ça devient public, donc ne pas mettre d'informations confidentielles ou personnelles. Puis, comme je le disais, comme on modifie, dans le fond, le règlement de construction, ce règlement-là n'est pas susceptible d'approbation référendaire. Je vous remercie. Excellent. Merci beaucoup. Pour la dernière tranche, est-ce qu'on a des gens en ligne qui ont des questions? Merci beaucoup. Donc, ceci termine la consultation. Donc, je vous rappelle que l'enregistrement de vidéo de la soirée sera disponible prochainement sur le site Internet de la Ville. Si vous voulez revoir certains détails de la présentation, vous aurez 15 jours, soit jusqu'au 18 avril, pour nous faire parvenir vos commentaires, vos questions, vos interrogations. Je remercie à tout le monde d'être présent et je vais vous souhaiter une excellente soirée. Merci à l'équipe de l'urbanisme et aussi de l'environnement qui ont répondu aux questions des citoyens. Merci beaucoup.